Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce lundi 25 octobre. Situation toujours tendue dans les stations-service malgré le déblocage des dépôts et la fin de la grève votée aujourd'hui dans 3 raffineries. Le gouvernement franchit une nouvelle étape de la réforme des retraites avec l'adoption du texte par la commission mixte paritaire, sénateurs et députés. Les énergies du futur pèsent lourd dès aujourd'hui sur la facture EDF. Le gouvernement confirme une nouvelle hausse de l'électricité pour financer l'énergie solaire. Les difficultés demeurent pour faire le plein alors qu'une station-service sur 3 est encore en difficulté. Une amélioration est annoncée, plus aucun dépôt n'est bloqué et la fin de la grève donc a été votée aujourd'hui dans 3 des 12 raffineries françaises. Mais les réquisitions alimentent une nouvelle polémique jour après jour. Sandra Cerquera. Des salariés contraints au travail à la raffinerie de Grandpuits depuis le déblocage par les forces de l'ordre. Et ce, malgré la décision de justice suspendant la réquisition. Ces interventions sur ordre du préfet sont prévues dans le Code des collectivités territoriales, modifié en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et qui permet de réquisitionner, même dans le privé. Ça ne s'était pas beaucoup fait jusque-là, mais ça s'était déjà fait à l'égard de salariés d'une maison de retraite. Donc on voit que ça n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation de ce texte sans qu'il y ait atteinte à la sécurité ou à la santé publique. Aux yeux de cette juriste, pour que l'arrêté du préfet soit valable, les ambulances ou les pompiers auraient dû manquer d'essence. C'est une atteinte à la liberté constitutionnelle de droit de grève, qu'il faut qu'il y ait urgence, qu'il faut qu'il n'existe pas d'autres moyens de restaurer le bon ordre public. C'est au tour aujourd'hui des grévistes de Marseille d'être réquisitionnés pour nettoyer la ville qui croule sous 9000 tonnes d'ordures. Dans l'ensemble, la situation semble s'améliorer. Les dépôts pétroliers hors des raffineries ont été débloqués. 3 raffineries sur 12 ont voté la fin de la grève. Même à Grandpuits, on s'interroge sur la suite à donner au mouvement. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de FO, qui sera notre invité demain, dénonce le recours aux réquisitions de salariés en grève. FO qui, par ailleurs, va proposer la suspension de la grève des éboueurs à Marseille pour des raisons sanitaires. Et nous recevons tout à l'heure Jean-Louis Chilansky, le président de l'Union française des industries pétrolières. Alors que le gouvernement s'alarme du coût de la grève, quelques 300 millions d'euros par journée d'action, il a franchi une nouvelle étape aujourd'hui de la réforme des retraites. La commission mixte paritaire a adopté un texte commun pour les 2 assemblées, l'occasion pour la gauche d'un baroud d'honneur. Jérôme Rabier. La commission mixte paritaire a sans surprise validé l'essentiel du texte voté par le Sénat. Ainsi, les parlementaires ont avalisé les dispositifs prévus pour les mères de famille, les parents d'enfants handicapés et la prise en compte de la pénibilité. Au-delà, le texte conserve ses 2 piliers, le recul de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans et le passage de 65 à 67 ans pour un départ sans décote. Nous assumons cette réforme totalement et vous avez constaté que le bloc de la majorité présidentielle a été parfaitement uni. Bien qu'en minorité, la gauche a continué à faire entendre la voix d'une opposition ferme à la réforme. Les 2 élus communistes allant jusqu'à claquer la porte de la CMP. Le texte adopté conserve par contre un amendement très discuté. Il prévoit l'ouverture d'une réflexion dès 2013 sur la retraite par points. Un argument repris par les socialistes pour dénoncer le texte. L'ouverture de discussions pour assurer la pérennité de nos régimes de retraite à partir de 2013 marque et reconnaît que la réforme proposée n'est qu'un pis-aller. Le vote solennel doit maintenant avoir lieu demain au Sénat et mercredi à l'Assemblée nationale. Selon Raymond Soubi, conseiller social de l'Élysée, Nicolas Sarkozy devrait enfin la promulguer aux alentours du 15 novembre. Alors que les sondages sont devenus un outil, voire une arme en politique, 2 sénateurs préconisent plus de transparence. Hugues Portelli de l'UMP et Jean-Pierre Sueur du PS proposent par exemple que la marge d'erreur soit indiquée comme les redressements opérés par les sondeurs sur leurs chiffres bruts. Nouvelle hausse en vue des tarifs de l'électricité, 3% en janvier, qui viennent s'ajouter aux 3% de cet été. Bonsoir Emmanuel Kessler. Un record de hausse donc des factures EDF, mais
ce serait pour la bonne cause, les énergies durables. Cela mérite une explication. Oui, allez voir votre facture d'électricité, votre facture EDF. Vous avez une petite ligne qui s'appelle « Contribution au service de l'électricité ». Eh bien, c'est ça dont il est question, c'est ça qui va augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Grenelle de l'environnement oblige, le gouvernement a décidé d'encourager le développement de l'énergie solaire. Et pour ça, l'État oblige EDF à subventionner tous ceux qui installent chez eux des panneaux pour produire de l'électricité. Ça intéresse par exemple beaucoup les agriculteurs qui en mettent sur le toit de leurs bâtiments. Et EDF doit racheter l'énergie qu'ils produisent beaucoup plus cher pour les encourager que le prix normal du marché. Et en réalité, ce sont les abonnés, les clients d'EDF qui payent via cette petite ligne, cette contribution qui est en fait une taxe spéciale qui existe déjà. Le problème, c'est que ce prix de rachat avantageux, plus une carotte fiscale, a fait exploser la filière. Il y a eu un véritable engouement, certains parlent même de bulle. Le parc, la puissance du parc français de panneaux solaires a été multipliée par 10 en 2 ans. Et du coup, les charges d'EDF sur ce poste-là, ce poste de subvention, sont exponentielles. La taxe ne couvrait plus les dépenses, d'où la décision de l'augmenter fortement, qui explique la hausse de la facture. Alors, est-ce qu'il est normal de faire supporter en ce moment aux Français le développement du solaire? Eh bien, pour le sénateur écologiste Jean Desessard, qu'on vient d'interroger, ça finira par être rentable en réalité sans qu'on ait besoin de faire payer les clients d'EDF. On sait que le solaire est aujourd'hui, et encore ça reste à prouver, mais s'il était encore un petit peu plus cher aujourd'hui, ça ne sera pas le cas demain. Et les économies que nous réaliserons demain paieront les investissements d'aujourd'hui, donc c'est à l'État de le mettre en place. Alors, en attendant, il y a quand même eu une précédente hausse l'été dernier qui avait été justifiée par les investissements que doit faire EDF. Cette fois, il s'agit de financer les énergies vertes et ça pourrait continuer. L'ironie de l'histoire, on se souvient des propos de Pierre Ganonex, l'ancien président d'EDF. Il avait déclaré en juillet 2009 dans une interview à Paris Match, pour cesser de nous endetter, il faudrait une hausse de 20% des tarifs, mais elle peut s'étaler sur 3 ans. Des propos qui avaient déclenché à l'époque un tollé et qui lui avaient d'ailleurs coûté son poste. Eh bien, les augmentations en cours vont exactement à ce rythme. Elles ne concernent, on le rappelle, Emmanuel, que les particuliers, car les industriels, eux, eh bien, sont épargnés, car la fameuse petite ligne, la contribution au service public de l'électricité, est plafonnée en ce qui les concerne. Emmanuel Kessler, merci. Les obsèques de Georges Frêche auront lieu mercredi à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Une ville sous le choc, elle a perdu son bâtisseur et semble faire peu de cas des polémiques qui ont entaché la réputation d'un érudit aux réflexes populistes ces dernières années. Sophie Normand. Oubliez les querelles avec Georges Frêche, l'heure est aux hommages au Parti socialiste. Martine Aubry a salué la mémoire d'un grand élu visionnaire et bâtisseur, un homme courageux et engagé. Pourtant, les relations entre le parti et Georges Frêche étaient loin d'être beau fixe. L'homme, figure incontournable du Languedoc-Roussillon, est incontrôlable et multiplie les provocations et dérapages. En novembre 2006, il déclare qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Quelques mois plus tôt, il s'en prend aux harkis qu'il traite de sous-hommes. Des provocations qui lui valent en 2007 d'être exclu du Parti socialiste. Réagir à l'annonce de son décès se révèle alors une opération délicate. On a eu des vraies controverses et lourdes avec lui, mais à cette heure-ci, il faut aussi retenir ce qu'a été le parcours de l'homme et du dirigeant politique, et il laisse une empreinte, une trace. En 2010, Georges Frêche récidive et se moque de la tronche pas catholique de Laurent Fabius. Martine Aubry le lâche alors pour les régionales et lui oppose une liste dirigée par celle qui fut longtemps sa première adjointe à la mairie de Montpellier. Mais Georges Frêche est largement réélu et confirme son statut de baron régional. Sa disparition risque de raviver à gauche les rivalités pour sa succession. Les régionales s'étaient soldées par l'exclusion du PS de 58 de ses alliés. Le parcours judiciaire mouvementé pour les 2 policiers mis en cause dans la mort par électrocution de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois, c'était en octobre 2005. Le parquet de Bobigny annonce cet après-midi qu'il fait appel de la décision des juges de renvoyer les 2 policiers devant le tribunal correctionnel. Le parquet de Bobigny annonce donc cette décision, alors que celle des juges, on s'en souvient, il y a quelques semaines, avait, elle, suscité le soulagement des proches des victimes, Zied et Bounia. 300e jour de détention pour les journalistes de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, enlevés en Afghanistan. France Télévisions organise un concert gratuit ce soir au Zénith de Paris en association avec leur comité de soutien.
À suivre notre débat sur l'école qui a de plus en plus de mal à intégrer les enfants d'immigrés. Avec nous, Philippe Bataille, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez de très près ces questions d'intégration, de discrimination également. Et Xavier Lemoine, maire UMP de Montfermeil. Bonsoir. Le Haut Conseil à l'intégration pointe donc les difficultés de l'école à intégrer les enfants d'immigrés. Le document de travail révélé par le journal du dimanche juge aussi que l'école est menacée par le communautarisme, voire par le rejet de la culture et des valeurs de la République. Si l'école a des difficultés à intégrer, le doit-elle à elle-même? C'est la question que pose ce rapport. Philippe Bataille, votre point de vue? En partie, oui, parce que beaucoup des choses qui sont dites aujourd'hui sont au fond connues depuis longtemps, on peut même dire depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas strictement lié à des immigrés ou à une population immigrée. La plupart des enfants dont nous parlons sont effectivement français, enfants d'immigrés, mais appelés à rester en France et à être considérés comme français depuis leur présence dans les institutions scolaires. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'institution semble ne plus y parvenir, mais dès qu'on rentre dans le détail, on arrive aussi à un tas de problèmes, vite dit, techniques, enfin, de fonctionnement, d'effectifs, de capacité réelle à produire cette éducation, cette transmission, et des difficultés qui deviennent humaines. Enfin, je pense qu'on dans les établissements scolaires, et à tous les niveaux de l'établissement scolaire aujourd'hui, et presque jusqu'à la maternelle, alors que l'école était vraiment protégée, s'il y a un niveau scolaire qui marche bien en France, c'est la maternelle. Aujourd'hui, même à ce niveau, on rencontre des difficultés, et ce sont des difficultés qui deviennent, je le répète, humaines, relationnelles, on ne se comprend plus, les choses dérapent très vite, il y a dans tous les espaces, enfin je veux dire que ce soit la direction, les élèves, les parents, les enseignants, les personnels et même tout l'environnement de l'école, aujourd'hui effectivement un aspect inquiet. C'est encore plus vrai dans les départements qui concentrent l'immigration en France. Dans ce rapport, on pointe notamment la Seine-Saint-Denis, Paris, d'autres départements. Mais je ne pense pas qu'on puisse maintenant, au regard du constat accablant Qu'est-ce que vous retenez, vous? Peut-être des choses différentes? Moi, je retiens tout ce qui est dit. La seule chose, c'est qu'il y a 25 ans, les élus qui se permettaient de dire ces choses-là, on les envoyait à la 17e chambre correctionnelle. 25 ans après, enfin le Haut Conseil à l'intégration ouvre les yeux sur la réalité de nos quartiers, mais que nous sommes très nombreux à dénoncer depuis. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne disait pas il y a 25 ans? Soyons concrets. Mais on dit, il y a 25 ans, on disait exactement la même chose. Le communautarisme, les effets ghetto, etc., tout ça, c'était écrit en germe. Et lorsqu'on le dénonçait, c'était immédiatement, par le biais des associations patentées, SOS Racisme, etc., la 17e chambre correctionnelle. Aujourd'hui, on a le droit de le dire, parce qu'effectivement, la faillite, elle est totale. Elle est totale sur la Seine-Saint-Denis, elle est totale sur la région PACA, elle est totale sur la région lyonnaise, du côté de Lille. Et maintenant, je dirais, les choses sont tellement brutales que plus personne ne peut se taire. J'ai vu l'ordre du jour, enfin le sommaire de ce rapport. Je n'ai pas vu beaucoup de pages consacrées aux solutions. Il est très savant, très complet, exhaustif sur les constats, mais sur les solutions. Et effectivement, si vous me posez... Alors quand on parle de la question des moyens humains... Non, mais non, c'est pas vrai. Non, c'est un faux problème. La question des moyens est un faux problème. Moi, je suis dans une ville où je dispose, je ne sais pas pourquoi, il y a un microclimat, d'équipes pédagogiques qui sont particulièrement stables. Donc on ne peut pas m'opposer le turnover incessant des professeurs. On ne peut pas m'opposer la jeunesse et l'inexpérience des professeurs. On ne peut pas m'opposer toutes ces choses-là. J'ai des équipes qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, Philippe etc. Bataille, vous entendez? On met les moyens qu'il faut. On met les moyens qu'il faut. Et néanmoins, je dirais, je partage le constat et il n'y a pas... En guise de résultat, pour le coup, il n'y a pas un microclimat. Donc je dirais les questions de moyens sont totalement secondaires par rapport à des questions de fond d'une population, alors qu'elle soit française ou étrangère, c'est plus le sujet, mais qui sont dans... Non, parce que les résultats sont là, ils sont dans le déni, voire au minimum dans le déni de la culture française, voire dans une opposition systématique et de plus en plus revendicative. Les enfants qui ne sont pas nés de l'immigration, dites-vous? Pareil. Ils ont baigné dans un milieu culturel, voire dans un milieu religieux, indépendamment du fait qu'ils aient ou non la nationalité française. Ce n'est plus le débat qui fait que le rapport, hélas, pointe des phénomènes émergents. Alors, Philippe Bataille, vous n'avez pas du tout la même approche? Non. Ni la même lecture du rapport? Au moins sur 2 points. Donc la question des moyens, je l'ai posée, vous l'évoquez, etc. Il y a une autre chose, c'est ce qui est repris dans ce rapport et qui est commenté, y compris dans la presse,
c'est le communautarisme, qui est dans le débat public depuis 15 ou 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas le rapport du HCI qui pose la question du communautarisme, elle l'est posée. On a eu un débat sur la République, sur la citoyenneté, sur l'intégration, sur l'identité nationale. Bref, nous avons depuis 15 ou 20 ans, je dirais, ce sujet sur la table. La question est de savoir si la situation qui est maintenant retrouvée nous dit il y a eu une intention communautariste de la part de certaines populations, de certains publics, à raison de leur origine, de leur religion, de leur expérience sociale. Ou est-ce que le communautarisme est un résultat, au bout du compte, de ces 15 ou 20 ans, d'un débat qui a posé le sujet, mais qui a été très tenu au politique? Je constate la même chose dans les écoles qui ne sont absolument pas des écoles ghetto sur le reste de ma ville, des mêmes populations qui ont les mêmes, je dirais, réactions, mais dans la mesure où elles sont encore minoritaires, ça n'a pas trop d'impact parce que la majorité fait en sorte que la vie de l'école continue, mais la nature de la revendication est exactement la même que dans les écoles ghetto. Donc là, je dirais, on est plus... Puisque vous me suivez en partie. L'idée donc de savoir si nous avons une intention communautariste et que l'école n'y aurait pas résisté finalement, c'est-à-dire qu'elle y céderait, c'est ce que vous croyez, et on peut le dire très simplement, ou est-ce que le communautarisme dont on voit aujourd'hui des expressions, voire même des tentations, des réalisations, par exemple en discutant les programmes scolaires, en rediscutant des dates historiques ou des notions historiques, ou l'importance du fait historique par rapport à d'autres faits historiques, le colonialisme, la Shoah, etc. Est-ce que ces sujets-là qui sont traités aujourd'hui et qui deviennent effectivement parfois des objets de discussion, voire des polémiques, est-ce que c'est un résultat d'un mauvais fonctionnement ou est-ce que dès le départ, il y avait l'intention de venir discuter la culture française, le savoir français, le fonctionnement de l'école? Moi, je pense que c'est un résultat et un mauvais résultat de l'école. C'est un résultat non satisfaisant. Vous pensez que c'est le fruit d'une intention? Écoutez, moi j'ai 25 ans de recul sur la Seine-Saint-Denis, voyez-vous, et plus particulièrement... C'est quoi alors pour vous, ces nouvelles exigences qui s'expriment communautaristes? Que vous avez des communautés de culture étrangère, qu'elles aient ou non la nationalité française, c'est plus le débat, hélas, qui, je dirais, numériquement, sont en capacité maintenant de peser suffisamment sur les événements pour obtenir ce qu'elles veulent. Lorsque le discours est lorsqu'ils sont minoritaires, on a le discours, mais on n'a pas l'obtention de la revendication parce qu'on n'est pas dans le rapport de force à leur avantage. Et lorsqu'on a basculé sur un rapport de force à leur avantage, eh bien là, comment peut-on on a les actes. contrecarrer ce phénomène, selon vous? Ah ben écoutez, là il y a une vraie question, il y a une à deux niveaux. Réponse à vous. D'abord, je pense que comme sur d'autres sujets comme la burqa, il va falloir que ce soit la nation française et non pas les maires de banlieue chargés de régler ce qu'ils peuvent régler, qui prennent position sur un certain nombre de sujets. L'histoire mais concrètement, l'histoire de France, il y a des points de l'histoire de France qui ne sont pas négociables. Eh bien, plutôt que cette évidence qui peut paraître stupide, eh bien, il va falloir peut-être que ce soit la représentation nationale qui puisse le dire. Par exemple, Philippe Bataille, effectivement, il y a par exemple l'enseignement de la Shoah qui peut être nié dans certains établissements scolaires. Qu'il faudrait... Il y a déjà des lois pour cela. D'abord, il y a des dispositifs légaux. Moi, j'avais été très frappé par les travaux, par exemple, de Anna Viviorka, qui parlait de la Shoah et qui montre à travers ses travaux que la Shoah est un moment où on peut parler plus largement. Enfin, c'est un rapport à la connaissance qui peut se poser et qui peut déborder, y compris des faits historiques stricto sensu, qui doivent être rappelés et qui sont évidemment... Mais, comment dire, la Shoah, dans sa dimension pédagogique, moi j'avais été très frappé par cette manière de présenter les choses et qui a eu un gros succès et qui, effectivement, peut aller dans n'importe quel collège ou n'importe quel lycée, alors qu'elle est une spécialiste de la question et en parler. Je veux dire, sans se faire interrompre. Si vous avez affaire à des personnes qui sont de bonne volonté, bien. Mais cette personne de bonne volonté avec lesquelles vous pourriez avoir cette discussion tout à fait intéressante, enrichissante, elles sont reprises en main par les copains immédiats ou le voisinage immédiat, même le rapport le dit, même les meilleurs de la classe sont traités de collabos. Donc quand bien même vous auriez des gens intelligents, ils en sont empêchés de l'être par leur voisinage. Et donc c'est verrouillé. C'est verrouillé. Et donc les expériences qui ont été intéressantes... Alors après, il faut se poser une question sur les flux migratoires, parce que je vous rajoute que tous les ans, il y a 200 000 nouvelles personnes qui sont dans une configuration culturelle approximativement identique à celle qui est décrite dans le rapport, qui arrivent. Et qui arrivent dans les mêmes villes. C'est rien, 200 000 personnes. C'est rien. Non, c'est rien, mais continuons comme ça. C'est beaucoup moins que dans beaucoup d'endroits, et c'est bien heureux pour la France. J'estime, moi, en tant que maire de Montfermeil, sachant que ces populations arrivent au même endroit et viennent surcharger des situations qui viennent surcharger des situations qui sont très difficiles déjà à gérer, qu'on pourra peut-être se poser des questions. Ensuite, sur la question, effectivement, des politiques de peuplement, on peut ouvrir le débat, car il y a une vaste hypocrisie sur cette question-là. Mais en attendant qu'on puisse se mettre d'accord
d'accord sur les politiques de répartition et de peuplement, je pense que également pour avoir une réflexion sereine et tranquille, mais l'avoir sur l'importance des flux migratoires. Alors, question du nouvelobs.com. Éducation, l'école républicaine est-elle encore un modèle d'intégration? Cette question vous a été posée et vous avez répondu oui et non. On va voir le panneau. Non à 68% et oui à 28% seulement. Terrifiant. Non, je crois que la réponse est tout à fait correcte. L'école est un modèle non plus d'intégration, mais même de désintégration dans un certain nombre de cas. Ce que vous dites, à savoir aujourd'hui la revendication communautariste, je veux dire, on doit l'entendre, c'est vrai. Je veux dire, il ne s'agit pas de discuter, de renvoyer ça. C'est vrai. Mais comment ça s'est construit et comment nous le traitons? C'est quand même la question que nous devons poser, puisque c'est là. Moi, j'ai tendance à penser que ça a été produit à l'intérieur de la France. J'ai tendance à penser que les gens ont tous envie d'avoir une maison, une voiture et 2 ou 3 enfants et de vivre correctement, qui ne sont pas dans des projets furieux les concernant ou concernant leurs enfants. Qu'il y ait des moments de blocage, qu'il y ait aujourd'hui, comment dire, une organisation même, si on va sur le terme. Très honnêtement, je vous aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais pu souscrire, plus maintenant. La question, c'est... Nous avons provoqué un vrai clash avec les institutions, de la même manière qu'avec la police dans les quartiers, de la même manière avec les enseignements. On le sait tous, la poste, les pompiers, enfin toutes ces représentations institutionnelles, aujourd'hui sont susceptibles effectivement d'être largement discutées par des populations, par les publics. Parce que vecteur de l'autorité de la culture française. Comment faisons-nous, je veux dire, comment dépassons-nous ce moment d'un constat, laissons tomber même son origine, comment faisons-nous sinon en travaillant avec les populations, nous n'avons pas le choix. Bon, le débat va se poursuivre parce que de toute façon, ce rapport va être remis au Premier ministre dans les jours qui viennent. Vous avez dit tout à l'heure, Xavier Lemoine, que le Haut Conseil à l'intégration disait en fait dans ce rapport ce que vous dites depuis 25 ans. Je vous pose une autre question plus politique. Est-ce que vous dites aujourd'hui vraiment ce qui se fera inéluctablement, c'est-à-dire un rapprochement entre l'UMP, parti auquel vous appartenez, et le Front National? Vous avez créé le scandale il y a quelques jours en le disant. J'ai créé peut-être le scandale, mais je ne le crois pas. Je pense que nous avons besoin, nous, nation française, d'être extrêmement rassemblés et fermes vis-à-vis des défis qui nous sont posés par un certain nombre d'instigateurs du communautarisme et de l'islamisme en France. Il faut être clair et appeler les choses. Si on quitte le terrain de l'islamisme, les rapports entre l'UMP c'est votre seule motivation. On a devant nous un péril mortel pour la République. Donc je pense qu'on a tout intérêt à avoir une nation rassemblée. Pas sur n'importe quoi, mais rassemblée quand même. Et donc la guerre civile entretenue à l'intérieur de la droite, je n'en vois pas l'utilité à l'heure que nous vivons aujourd'hui. Oui. Bon, vous avez été démenti par tous les responsables, on a entendu quand même deux. Enfin, et bon, autrement un silence, et un silence assourdissant pour tout le reste. Ah. Vous pensez que vos idées triompheront? Philippe Bataille, ça vous affole? Le nationalisme et le populisme ont toujours eu de beaux succès, avec des moments de facilité, mais dans des crises politiques et morales. Et effectivement, on est dans une crise politique et morale nationale. Merci, on reprendra toutes ces questions prochainement. Merci à tous les deux. À suivre, 3 questions à Jean-Louis Chilansky, le président de l'Union française des industries pétrolières. Les difficultés d'approvisionnement sont toujours présentes dans les stations-service, principalement dans l'ouest de la France, et également la région parisienne. Les automobilistes ont pu constater d'ailleurs que la pénurie avait entraîné une hausse moyenne du prix des carburants de quelques 3 à 8 centimes d'euros par litre. La situation devrait s'améliorer avec, outre les réquisitions qui se poursuivent, nous le disions tout à l'heure dans le journal, la fin de la grève votée dans 3 raffineries aujourd'hui, celle de Fos-sur-Mer, de Gravenchon en Seine-Maritime et de Rachetette dans le Bas-Rhin. Monsieur Chilansky, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez crédible l'objectif de 4 stations sur 5 en fonctionnement normal demain ? Ah non, on n'aura pas 4 stations sur 5 en fonctionnement normal, je crois pas. Enfin, c'est pas certain en tous les cas. Aujourd'hui, on a une moyenne Attendez, ça dépend de ce qu'on appelle fonctionnement normal. Là, je vous parle de l'objectif, c'est celui de Jean-Louis Borloo. Il vient de l'affirmer. Vous dites non, vous dites c'est pas possible. Non, mais aujourd'hui, on a une journée très difficile, puisqu'on sortait de week-end, et donc on est en train de revenir à une situation qui était celle qu'on avait en fin de semaine dernière. Alors, est-ce qu'on aura 4 sur 5 demain? Ça reste à voir. Je comprends que... Vous avez du mal à démentir le ministre. Non, je n'ai pas du tout démentir le ministre. Mais la situation se remet en place. Il va falloir voir comment ça se passe demain. On avait effectivement 4 sur 5 en fin de semaine. On va voir demain matin. Bon, ce soir, quelle est la situation pour vous? La situation est un peu pire que ça. On est probablement aux alentours de 30% de rupture.
demain, on peut peut-être retrouver 25%. Quel est l'état des stocks à votre connaissance? Et il y en a encore pour combien de jours? Ah non, mais aujourd'hui, on est en train de réapprovisionner complètement le marché français. D'accord. On importe 100 000 tonnes de produits par jour. D'accord. Les pipelines fonctionnent à nouveau.